Étude de la thermodynamique avec un second principe. Le premier principe s'était intéressé à la question de la conservation de l'énergie totale pour un système isolé et puis de l'étude de l'évolution de l'énergie interne pour un système fermé. Maintenant, se pose une petite question qui est toute bête. Quel est le sens spontané, quelle est l'évolution spontanée d'un système que l'on laisse évoluer? Je m'explique. Supposons que je prenne 1 litre d'eau chaude à 60 degrés et 1 litre d'eau froide à 20 degrés. Je les mélange dans un calorimètre, c'est-à-dire dans une enceinte isolée de l'extérieur. J'attends que la thermalisation se fait et en négligeant les pertes thermiques avec l'extérieur, j'obtiens une température moyenne, c'est-à-dire la moyenne entre 20 et 60, c'est-à-dire 40 degrés. J'ai donc étudié ce qui me semble le plus naturel, c'est-à-dire l'évolution qui irait vers une thermalisation, vers une homogénéisation de la température. Du point de vue du premier principe, je peux étudier les échanges énergétiques pour chacune des masses d'eau initiales. Mais en même temps, rien ne m'empêche, du point de vue du premier principe, d'étudier la transformation inverse. C'est-à-dire que je pourrais tout à fait étudier, énergétiquement, l'évolution qui partirait d'une eau à 40 degrés, donc 2 litres, et qui se séparerait entre une eau à 20 degrés et une eau à 60 degrés. Autrement dit, le premier principe ne suffit pas à expliquer ce qui se passe dans la réalité. Il décrit bien les échanges énergétiques, mais il ne donne pas l'évolution spontanée des systèmes. On va voir que cet exemple est emblématique puisque lorsqu'on dit par exemple que l'on passe d'un système où on a deux eaux, l'une à 20 degrés et l'autre à 60 degrés, et à la fin, une eau qui est à 40 degrés, on dit en physique que l'entropie a augmenté par suite d'une augmentation du désordre et d'une augmentation du manque d'information. On va voir donc que la notion la plus importante ici dans ce chapitre, c'est l'entropie, qui est intimement liée à la notion de désordre ou de manque d'information. Commençons. Page 1, énoncé du second principe. Alors on va voir une succession d'énoncés, puisque la notion de second principe est peut-être une des notions les plus compliquées de prépa. La notion d'entropie n'est pas évidente. On va essayer de voir progressivement les différents énoncés qui sont apparus historiquement pour parler de cela. On va donner un premier énoncé qui est de dire que pour tout système thermodynamique, il existe une fonction d'état, c'est-à-dire une fonction des variables d'état, comme l'énergie interne, appelée entropie et notée S, telle que S soit une grandeur extensive, et S ne peut pas décroître pour une transformation adiabatique. Alors, vous remarquez que tout de suite, cet énoncé fait apparaître la notion d'adiabaticité. Or, on sait que la notion d'adiabaticité est liée à la notion de transfert thermique. Transfert thermique, l'abus de langage est vite fait vers chaleur, et ça veut donc dire que ce second principe va distinguer les travaux des transferts thermiques. Du point de vue du premier principe, finalement, les travaux et les transferts thermiques étaient traités de la même manière, c'est-à-dire delta U égale W plus Q. W plus Q, c'est aussi Q plus dV. Je m'en fiche un peu de savoir si c'est réellement un transfert thermique ou un travail. Ça donne la même chose à la fin. Ce second principe va distinguer les deux. Le transfert thermique va être source de création d'entropie, alors que les travaux ne le seront pas. Donc, continuons. Signification de l'entropie. Comme je l'ai dit, pour l'instant, on n'est pas obligé d'avoir une interprétation physique de l'entropie. On peut admettre ce premier principe. Cependant, vous allez voir que ça va vous être utile dans la suite. On va associer la notion d'entropie. Alors, on dira souvent désordre. Le bon terme est en réalité manque d'information, mais on va dire désordre comme la plupart des gens en France. Continuons.
Supposons que l'on considère une transformation qui soit adiabatique. Le premier principe s'écrira alors delta U égale, alors W plus Q, mais en réalité ici W puisque comme la transformation est adiabatique, eh bien Q égale à 0. La variation d'entropie sera nécessairement positive ou nulle. Ça veut donc dire que l'entropie finale est supérieure à l'entropie initiale. Autre remarque, nous connaissons la notion d'extensivité, c'est-à-dire que si l'on a une réunion de deux systèmes, c'est-à-dire sigma 1 union sigma 2, eh bien l'entropie S de l'ensemble des deux systèmes, ça va être l'entropie du premier plus l'entropie du deuxième. Quelle est la conséquence maintenant de l'éventuelle réversibilité? Supposons que l'on considère une transformation adiabatique et réversible, qui est donc implicitement quasi-statique, puisque l'on sait que la quasi-staticité est une condition nécessaire mais non suffisante de la réversibilité. Dans ce cas-là, delta S, qui vaut au départ en fait S final moins S initial, eh bien ça vaut S2 moins S1, c'est positif. C'est le second principe, c'est ce qu'on a dit juste avant. Mais maintenant, comme la transformation est réversible, j'ai le droit de considérer la transformation inverse. C'est-à-dire que j'ai le droit aussi d'écrire maintenant pour la transformation qui part non pas de l'état 2 pour aller vers l'état... non pas de l'état 1 pour aller vers l'état 2, excusez-moi, figure 2, mais pour aller de l'état 2 vers l'état 1, j'ai le droit de dire aussi que delta S vaut maintenant S final moins S initial, c'est-à-dire S1 moins S2, et c'est aussi positif. Donc vous avez S2 moins S1 qui est positif ou nul, et vous avez S1 moins S2 qui est positif ou nul. La seule solution, c'est que S2 égale S1. Traduction à retenir par cœur. Une transformation adiabatique et réversible, c'est ce qu'on appelle une transformation isentropique. Elle est isentropique. La grandeur S, c'est une grandeur d'état qui est extensive, et donc elle rentre dans le cadre de ce qu'on avait appelé les bilans pour les grandeurs extensives. Alors on va dire simplement que lorsqu'on a en fait une grandeur extensive, eh bien la variation de cette grandeur ne peut être liée qu'à un terme de flux entrant algébriquement et un terme de création interne. Si l'on considère le cas d'un système qui est isolé, eh bien, s'il est isolé, il n'échange rien avec l'extérieur. Alors il n'y a aucune raison qu'il change une grandeur qui se rappellerait l'entropie. Donc il n'y a pas d'entropie entrante, il n'échange rien du tout. Alors un argument à cela, c'est de dire que comme l'entropie est une grandeur extensive, elle est fonction finalement de la matière, elle est fonction par exemple de la masse. Et donc s'il n'y a pas de masse échangée, il n'y a pas d'entropie échangée. Le système n'échange rien avec l'extérieur, le terme d'échange est nul, et donc il ne reste qu'un terme de création. Autrement dit, pour un système qui est isolé, eh bien, la variation d'entropie est nécessairement positive ou nulle, puisque un système isolé est en transformation adiabatique. Alors, il y a un exemple à cela. Ça veut donc dire que pour ce système isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter. Alors, il y a un exemple de système isolé que l'on connaît tous, c'est l'univers. Par définition, l'univers est un système isolé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au-delà de l'univers. Et donc la conséquence immédiate, c'est que l'entropie de l'univers augmente au cours du temps. Et donc ça veut dire que l'évolution de l'entropie, on dit souvent qu'elle indique le sens de la flèche du temps. C'est-à-dire qu'on a démontré que l'entropie de l'univers ne peut qu'augmenter. Autrement dit, le désordre de l'univers ne fait qu'augmenter. Alors ce désordre, ça peut se comprendre aussi comme une forme d'homogénéisation en réalité. Un autre exemple pour comprendre un peu ce second principe, c'est le cas très important donc d'un système isolé thermiquement. Alors isolé thermiquement, ça veut dire adiabatique. Donc pour un système adiabatique, on a dit, eh bien la variation d'entropie ne peut être que positive ou nulle. Et donc on aura deux cas. Alors j'expliquerai juste après pourquoi, mais comme le système est isolé thermiquement, en fait, il n'y a pas d'entropie entrante algébriquement. On va démontrer dans quelques instants que l'entropie entrante, elle est liée au transfert thermique. Et donc, il y a deux cas. Premier cas, eh bien, la transformation est adiabatique réversible.
Eh ben, une transformation adiabatique réversible, c'est la situation où l'entropie de création est nulle. Deuxième cas, la transformation est adiabatique, mais pas du tout réversible. Dans ce cas-là, en fait, l'entropie de création est strictement positive. Donc vous voyez que par cet exemple, eh bien, l'entropie de création, elle va distinguer le cas réversible du cas irréversible. Et bien ça, on va le retenir parce que c'est fondamental. Et donc maintenant, on va donner un deuxième énoncé du second principe qui sera un peu plus formalisé, un peu plus mathématisé. On imagine une transformation d'un système thermodynamique recevant un transfert thermique delta Q, un travail delta W sur la durée dt. Alors on imagine qu'on connaît eh bien, le milieu extérieur, donc en fait T extérieur, c'est la température de la source extérieure de chaleur. Et on va dire que dans ce cas-là, la variation élémentaire d'entropie vaut le terme d'échange plus le terme de création. Pour le terme d'échange, il est intimement lié au transfert thermique, et on dit que le terme d'échange, c'est le transfert thermique divisé par la température de la source extérieure. Pour le terme de création, à ce stade de nos connaissances, nous ne pouvons pas le calculer. On ne peut dire qu'une seule chose, c'est qu'il va décréter le caractère réversible ou irréversible eh bien, de la transformation. On dira simplement que si une transformation est réversible, il n'y a pas de création d'entropie interne. Et on retiendra ce résultat parce qu'il est fondamental. Encore une fois, vous voyez que ce nouvel énoncé est en accord avec le premier, puisque, comme je le dis très bien ici, eh bien, si une transformation est adiabatique, il n'y a pas de terme d'échange, il n'y a qu'un terme de création, et ce terme de création ne peut être que positif ou nul. Autrement dit, une transformation adiabatique voit son entropie nécessairement augmenter, enfin, à son entropie qui ne peut pas décroître. Elle peut augmenter ou rester constante. Formulation intégrale, bah, c'est la même chose que la première, sauf qu'on va se placer sur une transformation non plus infiniment petite, mais finie, entre un état initial et un état final. Et on dira donc que eh bien, la variation, alors encore une fois, faites attention aux notations. Donc ds devient delta s par intégration. Donc c'est l'intégration entre l'état initial et l'état final, c'est-à-dire c'est S final moins S initial. Et puis l'entropie d'échange, eh bien c'est l'intégration de delta S d'échange, et ça vaut bien sûr l'intégrale entre l'instant initial et l'instant final de delta S échange, c'est-à-dire l'intégrale entre instant final et instant initial et instant final de delta Q sur T extérieur. Et puis pour l'entropie de création, bah, c'est aussi, alors par croissance de l'intégrale, c'est aussi positif ou nul. Je poursuis. Encore une fois, je vous l'avais dit dans la petite introduction, ce second principe, en fait, il introduit une forme de dissymétrie entre transfert thermique et travail. Le premier principe ne faisait pas de distinction entre W et Q. Par contre, vous voyez que le second principe fait jouer un rôle particulier au transfert thermique. Il lui donne un rôle de créateur d'entropie. Alors, une façon d'interpréter cela, c'est de dire que les travaux et les transferts thermiques ne sont pas vraiment la même qualité d'énergie. C'est-à-dire qu'on dit souvent que les transferts thermiques sont une forme dégradée de transfert d'énergie. Alors il y a une autre interprétation à connaître, qui est celle-ci, c'est que finalement, on constate en fait que c'est très facile de transformer n'importe quel travail, mécanique, électrique, en chaleur, en transfert thermique. Que l'on pense par exemple au radiateur électrique, un radiateur électrique, c'est quelque chose qui a un rendement de 100%. C'est-à-dire que toute l'énergie électrique que vous lui fournissez, elle devient des transferts thermiques. À l'inverse, partir d'une énergie calorifique, comme on dit souvent à la télé, donc un transfert thermique, et le modifier pour en faire eh bien, un travail mécanique, c'est ce qui se passe dans un moteur thermique, eh ben, c'est difficile. Et c'est pour ça que c'est un rendement qui est pas top, qui est généralement de 30 à 40%.
Donc c'est cela qui apparaît dans ce second principe. Dimension. Eh bien, l'entropie, vous devez le savoir par cœur, elle s'exprime comme étant une énergie par unité de température. Donc en fait, elle s'exprimera dans le système international d'unités en joules par Kelvin. Je poursuis. Identité thermodynamique, choix du chemin. Alors j'avais déjà parlé de cette question-là, mais j'avais déjà dit que finalement, lorsqu'on a une grandeur d'état, c'est quelque chose dont la variation ne dépend pas du chemin suivi. Comme je le dis ici, lorsqu'on calcule delta S, entre l'état initial et l'état final, bah, peu m'importe le chemin que je choisis pour le calculer, de toute façon, la valeur delta S ne dépend que de l'état final et de l'état initial et pas de ce qui se passe entre les deux. Par contre, attention, lorsque je vais calculer l'entropie d'échange ou l'entropie de création, bah, il faut prendre le chemin réel. Je poursuis un peu. Nous allons voir que nous pouvons réécrire le premier principe et d'une façon un peu différente d'avant. Alors, la démonstration n'est pas du tout au programme de première année, ni vraiment au programme de deuxième année, donc je vais simplement retenir le résultat. On va imaginer simplement que, en tenant compte du fait que la variation, par exemple, d'énergie interne ou la variation d'entropie, en fait, ne dépend pas du chemin suivi, eh bien, on peut démontrer que sur une transformation, par exemple, d'un gaz, pour lequel on connaît la pression, le volume, eh bien, on peut démontrer ce qu'on appelle la première identité thermodynamique, c'est-à-dire que du, la variation de l'énergie interne, eh bien, elle va valoir le résultat qui est TdS moins PDV. Alors, en disant simplement que, bien évidemment, TdS, c'est ce qui joue le rôle du travail. Alors, sur un chemin réversible, et moins PDV, c'est ce qui joue le rôle d'un... Je me suis trompé, excusez-moi. TdS qui joue le rôle d'un transfert thermique sur un chemin réversible, et moins PDV, c'est ce qui joue le rôle du travail sur du travail des forces pressantes sur un chemin réversible. Alors, la démonstration n'est pas du tout au programme. On va surtout essayer de comprendre en fait ce que ça veut dire. Alors, on l'a écrit pour le H, pour U. Il existe une autre identité thermodynamique alors que vous allez beaucoup utiliser en chimie. C'est de dire que dH égale TdS plus VdP. Alors c'est simplement une modification un peu, le calcul n'est pas très compliqué. Justement, si on prend le cas, alors un cas simple qui est le cas d'une transformation isochore, donc dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas de terme de travaux des forces pressantes, et à ce moment-là, en fait, du vaut delta Q égale TdS. Alors autrement dit, ça permet de retrouver eh bien, le fait que la variation d'entropie va être en grande partie liée au transfert thermique divisé par la température. Alors en réalité, c'est le terme d'échange dans le cas général, mais ici, c'est simplement en fait une explication de ce qui se passait. Alors ça, on a fait le deuxième énoncé du second principe, qui est la formulation qui était ici. Alors, troisième énoncé que je vous propose, alors ces énoncés ne sont pas dans l'ordre historique, hein. L'ordre historique est un peu plus compliqué. En fait, ça a mis beaucoup de temps à émerger, notamment avec les travaux de Sadi Carnot sur ce qu'on appelle la puissance motrice du feu. On va poursuivre et on va revenir sur ma petite expérience du départ sur je mélange de l'eau chaude et je mélange de l'eau froide. Alors, il y a quelque chose que j'ai jamais démontré depuis le début de l'année, c'est que j'ai jamais prouvé que, entre guillemets, la chaleur allait toujours du chaud vers le froid. C'est-à-dire, entre guillemets, si je mets un glaçon dans de l'eau chaude, bah, je constate que le glaçon va se réchauffer et l'eau chaude va se refroidir. Il ne se passe jamais l'inverse. Bah, on va essayer de le démontrer. Alors pour ça, on prend en fait un système très simple qui est un premier système de température T1, d'énergie interne U1 et d'entropie S1, et de la même manière un deuxième système avec avec les indices 2. Je peux écrire le premier principe et le second principe pour l'ensemble des deux systèmes. Donc ça veut dire simplement, je peux dire que du, par extensivité, ça va être du1 plus du2, et comme globalement, je considère ici que la paroi globale, elle est à la fois indéformable
est isolé thermiquement, eh bien, ça veut dire que globalement, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de transfert thermique, et donc ça fait 0. Maintenant, si j'écris le second principe, je dis que globalement, la variation entropie de l'ensemble, comme c'est un système qui est globalement adiabatique, l'entropie ne peut qu'augmenter ou être constante, donc ds égale ds1 plus ds2, et c'est donc positif ou nul. Maintenant, ces deux systèmes étaient séparés par une paroi, alors qui permet les échanges thermiques, c'est pour ça que je l'ai mis dans une couleur différente, mais on va supposer qu'elle est fixe. C'est-à-dire auquel cas, il n'y a pas de variation de volume de chacun des deux systèmes, des deux sous-systèmes. Et donc maintenant, si j'étudie par exemple le premier solide qui est là, donc S1, je dis que du égale, alors delta Q1, et en vertu, on va dire, de la première identité thermodynamique, ça fait TdS1. C'est-à-dire que le terme dV a sauté. J'écris la même chose pour le deuxième système, et je dis que le fait que du égale du1 plus du2 et ça vaut 0, ça implique nécessairement que delta Q1 plus delta Q2 est égal à 0. Traduction, les échanges d'énergie, les transferts thermiques sont en interne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange avec l'extérieur. Ce qui est donné par l'un est reçu par l'autre. Si j'écris maintenant que ds égale ds1 plus ds2, ça vaut encore delta Q1 sur T1 plus delta Q2 sur T2, ça vaut aussi du1 sur T1 moins du1 sur T2. Et comme on vient de démontrer que l'ensemble était positif, ça vous donne ds est globalement positif. Alors on peut prendre un exemple simple. Supposons qu'au départ on ait mis en contact thermique, qu'on ait créé une inhomogénéité de température, de telle sorte qu'on a à gauche quelque chose qui était initialement chaud, et à droite quelque chose qui était initialement froid. Donc c'est-à-dire T1 supérieur à T2. On peut démontrer donc que dans ce cas-là, du1 égale delta Q1 est négatif, et à l'inverse, delta Q2 est forcément positif. Traduction, le corps chaud a perdu de l'énergie, le corps froid en a reçu. Le transfert thermique, c'est bien fait du chaud vers le froid. Je poursuis un peu. S'il y a un autre cas qui est intéressant, c'est de dire, pour que ça soit à l'équilibre, il faut que les grandeurs physiques, et notamment les grandeurs macroscopiques, n'évoluent plus dans le temps. On peut y réfléchir, mais la seule façon d'avoir un équilibre thermique, c'est qu'il y ait la même température des deux côtés. Et donc, l'équilibre thermique, c'est la situation où T1 égale T2, et c'est-à-dire que la température est uniforme. On en conclut donc que c'est l'inhomogénéité de température, c'est le fait que la température ne soit pas la même des deux côtés, qui est à l'origine des transferts thermiques. Alors, retenez bien cette idée-là, parce que ça va être à la base de ce qu'on appelle la loi de Fourier. Alors, lorsque vous allez étudier ce qu'on appelle la conduction thermique, vous verrez que la loi de Fourier dit que la conduction est proportionnelle au gradient de température. Or, je vous rappelle qu'un gradient de température, c'est la mesure de la variation spatiale de température. Autrement dit, de l'inhomogénéité spatiale de la température. Plus vous avez un gradient de température élevé, plus vous allez avoir des transferts thermiques qui sont intenses. Alors, toutes ces discussions-là nous amènent effectivement à ce qu'on appelle l'énoncé historique de Clausius, qui est de dire que aucun transfert thermique n'a lieu spontanément d'un corps froid vers un corps chaud. Alors, le mot le plus important ici, c'est bien sûr spontanément. C'est-à-dire que si vous mélangez de l'eau chaude et de l'eau froide, le transfert thermique va aller du chaud vers le froid. Et ça, c'est parce que c'est spontané, vous avez laissé le système évoluer naturellement. Maintenant, vous pouvez tout à fait faire l'inverse, ça s'appelle un réfrigérateur, mais à ce moment-là, il va falloir fournir de l'énergie. Donc dans un réfrigérateur, on arrive à refroidir l'intérieur du frigo qui est froid, tout en réchauffant l'extérieur du frigo qui est chaud. Mais ça nous coûte de l'énergie pour alimenter notamment la partie qu'on appelle le compresseur du frigo. On reviendra sur ça lorsqu'on étudiera bien sûr le réfrigérateur dans le dernier chapitre.
Autre énoncé du second principe, qui est un énoncé aussi historique, hein, donné par Lord Kelvin, hein, donc un des plus grands physiciens de tous les temps. On va dire simplement, on va d'abord le lire. Kelvin annonce qu'il est impossible de construire ce qu'on appelle une machine cyclique monotherme motrice. Alors j'explique tous les termes. On imagine en fait un système évoluant de manière cyclique, donc qui part d'un état pour finir au même état et qui fait des tours. Bon. Comme S est une fonction d'état, forcément sur un cycle complet, vous partez d'un état pour revenir au même état et l'entropie n'a pas varié. Donc delta S égale à 0 sur un cycle complet. Maintenant, si on écrit le second principe, on dit que la variation d'entropie vaut le terme d'échange plus le terme de création. Et alors, si on suppose en fait qu'on a une machine qui fonctionne de manière monotherme, alors je vous rappelle que monotherme, ça veut dire température extérieure constante. Dans ce cas-là, si la machine est monotherme, alors on remonte un peu, ce calcul-là nous donne, on peut sortir T extérieur de l'intégrale et se donne grand Q sur T extérieur. Et donc, delta S égale Q sur T extérieur, plus le terme de création. Et comme on sait que le terme de création, alors j'ai une petite coquille ici, hein, c'est S création. Comme on sait que le terme de création est forcément positif ou nul, alors SC Kelvin. Comme le terme de création est positif ou nul, je poursuis un peu mon raisonnement, ça veut dire forcément que Q est négatif. Si on écrit maintenant le premier principe, pour une machine cyclique, la variation d'énergie interne vaut 0, elle vaut W plus Q, et comme on vient de démontrer que Q, alors sur un cycle, est égal à 0, alors j'écris Q et Q sur un cycle, c'est la même chose. Eh bien, dans ce cas-là, vous avez démontré que W est forcément positif. Or, W positif sur un cycle, ça veut dire que la machine, globalement, sur un cycle, reçoit de l'énergie sous forme de travail mécanique, par exemple. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas un moteur. Un moteur, c'est quelque chose qui va vous donner plus que ce qu'il ne reçoit. On a bien donc démontré ce qu'on appelle l'impossibilité du moteur cyclique monotherme. Maintenant qu'on a affiché tous ces énoncés-là, je vous propose de faire quelques applications emblématiques du second principe. Alors, première application, on va partir du cas d'une phase condensée. Alors, je vous rappelle ce que vous devez savoir. Dans tout le programme de prépa, dès qu'on parlera d'une phase condensée qui concerne soit les liquides, soit les solides, on considère que ces phases sont indilatables et incompressibles. Alors, la conséquence immédiate, rappelez-vous, c'est que la capacité thermique à volume constant et à pression constante, c'est la même chose. Et en plus, la variation d'énergie interne et la variation d'enthalpie, elle vaut la même chose, elle vaut grand C fois la variation de température. Et donc c'est ce que je dis, la variation d'énergie interne vaut C fois delta T. Maintenant, si je regarde un peu les choses, je considère, encore une fois, donc figure... alors je suis en figure 9, voilà. Je pars d'un état initial pour finir à un état final. J'ai une petite coquille, figure 8, je pense avoir une petite coquille de schéma, je reviendrai dessus. Alors, figure 8, à revoir, à vérifier. Non, c'est bon. Non, figure 8, c'est bon, c'était bien celle-ci. Pardonnez-moi, je continue. Tac, 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 tac. Donc, phase condensée, ouais, voilà. Alors, phase condensée, je continue, donc delta S. Alors, delta S, si je regarde un peu, c'est l'entropie finale moins l'entropie initiale. Ça vaut l'intégrale entre l'instant initial et l'instant final de ds. Alors, si on réfléchit un peu, si on tient compte de cela et qu'on utilise la première identité thermodynamique, on obtient en fait cela. Alors techniquement, dans le programme officiel, la variation, l'entropie d'un solide, vous ne devez pas savoir la démontrer, vous devez simplement connaître le résultat. Donc pour un solide ou un liquide, on dira que la variation d'entropie, c'est la capacité thermique fois le logarithme
du rapport entre la température finale et la température initiale. Mais je vous laisse quand même réfléchir à ça, parce que c'est pas très compliqué, hein, c'est simplement un petit bidouillage du calcul. Maintenant, on va revenir sur le contact entre deux solides dont on avait parlé un peu plus en avant. Imaginons que l'on prenne deux solides séparés par une paroi conductrice, donc la voici. On va noter C1 et C2, les capacités des deux solides. Alors, au départ, ces solides ne sont pas les mêmes. Imaginons que l'on note T1,0 et T2,0, les températures initiales, et qu'on écrive simplement le premier principe entre l'état initial et l'état final. Alors l'état final, c'est pas compliqué à comprendre que c'est un état forcément qui correspondra à une température uniforme. Dans ce cas-là, la variation d'énergie interne, c'est la somme des variations pour chacun des sous-systèmes. Ça vous fait C1 fois température finale moins température initiale, plus C2 fois température finale moins température initiale. La température finale vaut alors quelque chose qui est une moyenne entre T1 initial et T2 initial, alors pondérée par les capacités. Alors ça semble assez logique, parce que globalement, la capacité, c'est l'énergie que peut encaisser un système en son sein, à une température près. Et donc globalement, plus un système a une grosse capacité, plus il peut stocker de l'énergie. Et donc c'est pas uniquement une question de masse ou une question de quantité de matière, mais c'est aussi une question finalement de nature des objets. Il y a des objets qui ont des plus fortes capacités massiques que d'autres. On peut faire la même chose pour la variation d'entropie, et donc c'est facilement cela, et on dit que globalement, comme le système est isolé, tout ça, ça fait quelque chose qui est positif ou nul. Alors, comme on veut quand même obtenir un résultat assez simple, on imagine maintenant que les deux solides sont exactement identiques. Donc ça veut dire que forcément C1 égale C2 égale C. Vous montrez que dans ce cas-là, la température finale, c'est la moyenne des deux températures initiales. Et si on calcule la variation d'entropie, on arrive très vite au résultat que c'est 2 fois le logarithme de la température finale sur la racine des températures initiales, qu'on peut réécrire sous cette forme-là. Alors ici, on remarque que c'est le rapport entre la moyenne arithmétique des deux températures sur la moyenne géométrique. Alors en fait, une réflexion assez rapide nous montre que c'est forcément quelque chose qui est supérieur à 1 à l'intérieur du logarithme. Et on vient donc de démontrer que si on prend T1,0 différent de T2,0, la variation d'entropie est positive. A l'inverse, si j'avais pris bien sûr T1,0 égale T2,0, dans ce cas-là, j'obtiendrai une variation d'entropie qui est nulle. En fait, il ne se passe rien. Alors, je poursuis. Ce bilan est en accord avec le fait que si j'avais écrit globalement delta S, c'est un terme d'échange, il n'y en a pas avec l'extérieur, plus un terme de création. Et en fait, ce terme de création est soit positif, soit nul. Et on retrouve donc bien que le système évolue de manière irréversible vers l'homogénéisation de la température. Donc c'est-à-dire que si vous créez au départ deux températures différentes, vous allez forcément avoir un strictement positif ici, et donc un strictement positif ici, donc vous avez une création d'entropie qui est strictement positive, et on a dit que ça veut dire que la transformation est irréversible. Donc S de création strictement positive, ça veut dire irréversible. Et donc vous allez avoir une évolution irréversible, vous ne pouvez pas revenir en arrière, vers l'homogénéisation de la température. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, l'inhomogénéité de la température, c'est une source de transfert thermique et une source de création d'entropie. Entropie du gaz parfait. Alors, encore une fois, dans le programme officiel, normalement, on doit vous donner l'expression de l'entropie pour le gaz parfait. Je vous laisse quand même réfléchir à cette démonstration que vous reverrez normalement en deuxième année. C'est assez intéressant, c'est simplement un bidouillage de la première identité thermodynamique. Donc si on part d'un état initial pour finir un état final, l'entropie du gaz vaut son entropie finale, plus CV, donc NR sur gamma-1, ln de T sur T initial, plus NR de V sur V initial. Alors il y a plusieurs applications à cela. Première application, imaginons que l'on considère une transformation qui est adiabatique et réversible. Si elle est adiabatique et réversible, ça veut dire que l'entropie finale vaut l'entropie initiale, et on démontre donc que TV puissance gamma égale constante.
Bon, on a redémontré la loi de Laplace. Alors, un exercice que vous pouvez faire pour voir si vous avez compris des histoires de première identité thermodynamique, eh ben, c'est de démontrer que, à partir de l'enthalpie, que l'entropie d'un gaz parfait peut aussi s'écrire sous cette forme-là. Alors attention au signe moins qui est présent là. Alors d'ailleurs, en fait, ça peut s'interpréter en disant, imaginons que je bloque le volume, je fais une transformation qui est isochore. Donc ce terme-là, en fait, disparaît. Il reste que le terme de température. Autrement dit, s'il y a une température si la température augmente, l'entropie augmente. Et effectivement, si la température augmente, l'agitation thermique augmente, et le bordel augmente, le désordre augmente, le manque d'information augmente, l'entropie augmente. Imaginons maintenant que l'on se place dans le cas d'une transformation isotherme, mais qui correspond à une détente. Ça veut dire simplement que votre gaz, il a la même température au début et à la fin, mais il occupe un plus grand volume à la fin. Et bien en fait, le désordre a augmenté. Parce que autant avant, vous saviez localiser vos particules, maintenant, en augmentant le volume, bah, vous avez perdu de l'information, parce que vous savez beaucoup moins localiser vos particules. Et donc, l'entropie a augmenté. Et vous pouvez raisonner de la même manière pour la pression, ici. Donc, j'espère avoir beaucoup insisté sur cette notion de désordre. Il faut vraiment y réfléchir. Souvent, en fait, il est plus simple de réfléchir en termes de manque d'information. C'est-à-dire, est-ce que votre système, vous le connaissez ou pas? Est-ce que vous le connaissez bien ou pas? Alors, encore une fois, exemple emblématique dont on a déjà parlé, qui est la détente de Joule et Gay-Lussac, donc deux scientifiques très, très réputés. Donc, je reprends le problème. Je prends en fait un gaz enfermé dans un compartiment, fermé par un robinet, et à droite, il y a un compartiment vide. L'ensemble est isolé de l'extérieur. Alors normalement, ce qu'on a déjà démontré, c'est que si le gaz est un gaz parfait, eh bien, la température initiale du gaz vaut la température finale du gaz lorsqu'il emplit les deux compartiments. Maintenant, ce qu'on peut démontrer, c'est qu'on peut essayer de calculer la variation d'entropie entre l'état initial et l'état final. Alors on peut démontrer qu'elle vaut, si les deux compartiments sont de même volume, elle vaut delta S égale NR ln de 2. En fait, c'est simplement l'application de cette formule-là en disant qu'il n'y a pas de variation de température et qu'on passe d'un volume V à un volume 2V. J'ai donc démontré que la variation d'entropie pour ce système est positive ou nulle, ce qui est logique puisque c'est un système qui est globalement en transformation adiabatique. Et elle est donc irréversible parce que c'est strictement positif. Et donc, c'est bien ce que j'avais dit, une détente de Joule-Gay-Lussac, bah c'est une détente qui est irréversible. Je ne l'avais pas démontré avant, maintenant je l'ai démontré, c'est une détente qui est irréversible. C'est-à-dire qu'il est impossible d'imaginer, de manière macroscopique, que le gaz puisse d'abord emplir l'ensemble des deux compartiments, puis tout seul, spontanément, de revenir au premier état. Ça semble assez impossible. Nous avons fini sur le premier principe, sur le second principe dans sa version macroscopique. Alors, le programme nous demande explicitement de donner quelques éléments sur l'interprétation statistique de l'entropie. Alors, j'en ai déjà un peu parlé, c'est ces histoires de désordre ou de manque d'information. Je vais, pour cela, essayer de le présenter dans un cas simple. Alors le cas simple que je vous propose, c'est de prendre ce qu'on appelle un système à deux niveaux. Alors on considère en fait n particules indépendantes, indiscernables, pouvant chacun se mettre dans deux états d'énergie différents. Alors c'est par exemple ici on imagine une particule qui peut avoir deux énergies différentes, E1 et E2, et elle peut être soit donc dans l'état bas ou dans l'état haut. Alors un cas très simple, vous imaginez, c'est de dire, je prends deux particules, et je dis, soit les particules sont en bas, soit les particules sont sur les deux niveaux, soit les particules sont tout en haut. Alors, si je donne un peu des vocabulaires, chacune de ces configurations-là, on va les appeler en physique statistique des micro-états. Donc les micro-états, c'est simplement une configuration des particules dans leur répartition dans les différents niveaux d'énergie. Maintenant, moi, les micro-états, je vous avouerai que j'y ai pas accès. Je suis quelqu'un de macroscopique, donc j'ai accès
à quelque chose qui est global. Alors, une chose qui est globale, c'est l'énergie totale. Je peux éventuellement mesurer l'énergie totale. Et je dis, par exemple, dans la première configuration, dans le premier microétat, l'énergie totale, c'est E1 c'est 2E1. Dans les configurations 2 et 3, c'est E1 plus E2. Et dans la configuration 4, c'est 2E2. Je dirais qu'ici, j'ai ce qu'on appelle 3 macroétats. C'est-à-dire 3 valeurs des grandeurs macroscopiques. Et on voit bien, par exemple, que le premier macroétat n'a qu'un seul microétat. Le dernier macroétat n'a qu'un seul microétat. Par contre, il y a le macroétat correspondant à une énergie globale E1 plus E2 correspond à 2 microétats. Alors, ce nombre de microétats par macroétat, ça porte un nom en physique statistique. Cela s'appelle le nombre de complexion. C'est-à-dire c'est le nombre de microétats par macroétat. Alors justement, maintenant, on va essayer de voir un peu les choses plus différemment. Pour un même macroétat, le nombre de microétats correspond au nombre de complexions ou nombre de configurations et pour des raisons historiques, on va le noter grand oméga. C'est un nombre. Supposons qu'on ait grand N particules et qu'on définisse N1 et N2 respectivement comme étant le nombre de particules qui sont dans l'état bas et le nombre de particules N2 qui sont dans l'état haut. Si on cherche le nombre de façons de réaliser cette situation-là, c'est-à-dire le nombre de façons pour grand N particules d'en placer N1 en dessous et N2 au-dessus, en fait c'est un problème d'analyse combinatoire, et c'est bien sûr N1 parmi N. Et sachant que N1 parmi N, c'est aussi N2 parmi N. Bien évidemment, c'est la fameuse expérience, on va dire, des boules dans une urne, où l'on tire des boules, en fait d'une urne. C'est comment choisir N1 boules parmi grand N. Et donc c'est un tirage aléatoire. Alors N1 parmi N, c'est bien sûr N sur N1 factoriel, N2 factoriel. Alors revenons un peu sur l'exemple précédent. Si on prend le cas où il y a deux particules, grand N égale 2, et dans ce cas-là, il y a une seule configuration où les deux particules sont en bas, puisque vous allez choisir N1 égale 2, N2 égale à 0, et donc oméga égale 0 parmi 2, ou bien 2 parmi 2, et donc ça fait forcément 1. Ça fait forcément 1. Si maintenant on prend en fait la configuration où il y a une particule par étage, on dit simplement qu'on calcule oméga égale 1 parmi 2, donc c'est ici, 1 parmi 2, et donc ça fait 2. Et à la fin, en fait, on trouve encore une fois, pour la dernière configuration, 1. Donc on retrouve les résultats précédents. Alors il y a un exemple de système auquel on peut penser, qu'on a déjà étudié, et qui correspond à ces histoires de systèmes à deux niveaux, qui est le cas du paramagnétisme. Alors le paramagnétisme, rappelez-vous, c'est la propriété d'une matière que l'on peut aimanter. Alors je vais faire un petit schéma. J'imagine simplement que l'on a un cristal composé d'atomes. Alors j'imagine que ça c'est une structure cristallographique très très simple. On a des atomes qui possèdent des spins et des moments magnétiques. Et donc les flèches, c'est les moments magnétiques. Et on imagine en fait qu'on est d'abord dans une situation où le champ magnétique est vachement fort. Dans ce cas-là, en fait, on va simplement dire que les moments magnétiques vont tous s'aligner dans leur position stable sur le champ magnétique extérieur. Donc ça veut dire que l'ordre est parfait, il n'y a pas de désordre. Je connais parfaitement la situation. Si je prends un atome au hasard, je ne me tromperai jamais sur son orientation. A l'inverse, supposons que les spins peuvent être soit vers le haut, soit vers le bas. Ce qu'on peut démontrer, c'est que si l'on tient compte de la température et de l'agitation thermique, et si le champ magnétique n'est pas très élevé, en réalité, il y en a un certain nombre qui seront vers le haut, mais certains seront vers le bas. Dans ce cas-là, il y a un peu plus de désordre. C'est-à-dire que si je prends une particule au hasard, il est possible que je me trompe en déterminant son spin. Et donc le désordre est beaucoup plus élevé, le manque d'information est beaucoup plus élevé.
Donc on voit bien qu'entre cette situation-là et cette situation-là, la température a augmenté et le désordre a augmenté. Et c'était bien en fait des systèmes à deux niveaux. C'est-à-dire que la particule ici qui est A, elle était soit dans un niveau up, soit dans un niveau down, c'est-à-dire un niveau d'énergie E1 ou un niveau d'énergie E2. Particule B, pareil, C, et ainsi de suite. Donc on a bien un grand N particules. Chacune pouvait être classée soit dans un état bas, soit dans un état haut. Et donc on peut déterminer le nombre de façons de réaliser chacune des configurations, enfin chacun des macro-états, donc des grands oméga. Alors entropie statistique, je vous donne un certain nombre d'idées. On va simplement retenir une chose, c'est que, alors ce truc-là, ce résultat-là n'est pas à connaître. Ce que je vais vous donner, c'est simplement l'interprétation finale. Je vous laisserai lire ce qu'il y a entre les deux. La question, c'est comment on relie l'entropie avec le nombre de façons de réaliser le système. Et la personne qui a réfléchi historiquement à cela, c'est Boltzmann, et il a dit finalement que si on pose pour principe de la physique statistique qu'un état d'équilibre, c'est un état qui va réaliser un désordre maximal, ce qui est assez perturbant la première fois qu'on le comprend, eh bien, avoir un désordre maximal, c'est être la situation où le nombre de façons de réaliser votre système est le plus grand possible. Et il arrive à établir que l'entropie, eh bien, elle vaut KLN de oméga. Autrement dit, l'entropie augmente avec le nombre de micro-états accessibles. Alors, c'est pas du tout évident, mais ça veut bien dire que, encore une fois, cette entropie va mesurer le désordre, va mesurer le manque d'information, puisque si pour un même système que je mesure macroscopiquement, j'ai un grand nombre de configurations microscopiques qui le réalisent, eh ben, je n'ai aucune information, j'ai un manque d'information total. Voilà, nous avons terminé, nous avons abordé un concept qui n'est pas simple, qui s'appelle l'entropie. Si vous devez retenir un certain nombre de choses, c'est de dire que globalement, et on ne vous en demandera pas plus aux oraux, l'entropie est une mesure du désordre d'un système. Le désordre peut augmenter de plein de manières, mais une des façons simples d'augmenter le désordre, c'est l'augmentation de l'agitation thermique qui bordélise l'ensemble. Maintenant, vous devez retenir à la fin de ce chapitre essentiellement ceci, c'est que l'entropie est une grandeur qui va être attachée au système, qu'on appelle une grandeur d'état, qui va être extensive, qui va, par principe, ne pouvoir qu'augmenter ou être constante dans le cas d'une transformation adiabatique. Donc c'est ce premier énoncé. Vous devez connaître la formulation mathématique, qui sont là, ici, du second principe. Je vous conseille fortement de réfléchir, alors la dimension de l'entropie, pas de problème. Je vous conseille fortement de réfléchir à cet exemple du contact entre deux solides, et vous devez savoir démontrer, parce que c'est un acquis du cours, qu'un transfert thermique se fait toujours du chaud vers le froid de manière spontanée. C'est donc l'énoncé de Clausius du transfert thermique. Enfin, je vous conseille de réfléchir au cycle, à l'impossibilité du moteur cyclique monotherme. Le reste, ce sont des applications sur lesquelles on reviendra et je vous conseille de quand même passer du temps dessus. Je vous remercie, au revoir.